Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 12 juin. Voici les titres. Coup d'envoi pour la Coupe du Monde au Brésil. L'occasion pour tous les événements à venir de se mettre au rythme du ballon rond. Exemple à Pouzauges où les jeunes ont été invités à porter les couleurs de la France et jouer plusieurs matchs. Colère et incompréhension du côté des voyageurs de train. Après 48 heures de grève, ils ne savent finalement pas pourquoi les cheminots perturbent le trafic. Le point dans ce journal. Enfin, c'est l'heure des révisions pour les lycéens. Lundi, ils plancheront sur les premières épreuves du bac. Avant ça, certains établissements leur proposent de travailler ensemble, accompagnés des professeurs. Exemple à Luçon. La Coupe du Monde 2014 est donc lancée. Ce jeudi est marqué par la cérémonie d'ouverture et le premier match opposant le Brésil à la Croatie. De grands événements qui sont d'ailleurs gérés par la société audiovisuelle de Vendée, l'entreprise AMP basée à Olonne-sur-Mer. La France, elle, rentrera dans la compétition dimanche contre le Honduras à 21h, heure française. Notez d'ailleurs que les événements sont annoncés avec l'horaire français, mais sachez que nous avons 5 heures d'avance sur le Brésil. Alors au-delà de cette précision, le Brésil devient donc le centre du monde, du moins pour le foot et pour quelques semaines. Mais partout, on commence à vivre au rythme de la Coupe. Exemple à Pouzauges, où les petits des écoles privées ont fait comme les grands. Reportage d'Anthony Jamin. Et voici sûrement le premier but de cette Coupe du Monde 2014. Une Coupe du Monde revisitée, spécialement adaptée pour ces enfants des écoles primaires pouzaugaises. Tir de précision, cécifoot ou foot traditionnel. Pour les amateurs de ballon rond, c'est la journée rêvée avant le match d'ouverture de ce soir. Et pour montrer leur soutien aux joueurs, tous portent à leur poignet 3 petits rubans aux couleurs de l'équipe de France. Le jour de l'élimination de l'équipe de France, ils enlèveront leur bracelet. Donc on espère qu'ils vont garder le bracelet le plus longtemps possible. En fait. C'est bien reparti, là, on sent qu'il y a un élan derrière cette équipe de France. Donc on voulait montrer aux jeunes qu'il y a une équipe de France qui part au Brésil, soutenir, vraiment les soutenir pendant cette Coupe du Monde. Sur le terrain, parmi les 120 scolaires, il y a bien sûr les mordus de foot, ceux que ça n'intéresse pas trop et ceux qui ne savent pas s'ils vont regarder ou non les matchs de la Coupe du Monde. Je veux soutenir l'équipe de France, mais le foot, c'est pas ma passion. Comme demain, il y a de l'école, la plupart du temps, j'ai pas le droit de regarder la télé le soir. Je vais regarder l'équipe de France, je vais les encourager. Je préférerais suivre, mais le problème, c'est que dans la maison, je suis le seul à aimer le foot, donc ça va poser un petit problème. Là, je vais regarder le match de la France dimanche soir et j'espère qu'ils vont gagner. En tout cas, c'est sûr, même s'ils ne sont pas devant leur télé, ils seront nombreux à soutenir les Français et à croiser les doigts pour connaître à leur tour ce qu'ont vécu leurs aînés en 1998. En effet, puisque eux n'étaient pas nés. Et puis, du côté de Venançon, on vit aussi au rythme du ballon rond. Ce jeudi, l'opération En route vers le Brésil a réuni 800 enfants de 13 écoles du département. Dans le même temps, ils ont laissé un message à l'équipe de France. Et le message est simple mais clair. Allez les Bleus! Il s'agissait là d'un rassemblement organisé par l'UXEL, l'Union sportive de l'enseignement privé. Ce genre de rassemblement permet justement de montrer que le football est une activité éducative, ludique, destinée aux garçons et aux filles. Ça permet de changer un peu les mentalités à travers la pratique du football. On essaye de marquer notre empreinte dans tout le milieu scolaire. Et là, effectivement, les écoles ont répondu positivement. Pourquoi? Parce que l'image n'est pas forcément toujours très belle, mais lorsqu'on voit des manifestations comme aujourd'hui, on s'aperçoit que jouer au foot pour les garçons, pour les filles, c'est que du plaisir. La grève à la SNCF se poursuit. Elle est en effet une nouvelle fois reconduite pour 24 heures et passer la cohue dans les gares. C'est la colère et l'incompréhension qui dominent chez les voyageurs. Beaucoup ne savent pas pourquoi les cheminots sont en grève, comme a pu le constater Pierre Dalicieux. Je ne sais même pas si c'est le train qui part à Nantes, celui-là, mais je pense que oui. On va essayer de se renseigner. Même pagaille qu'hier, ce matin, en gare de La Roche-sur-Yon, les usagers arrivent et se heurtent pour la plupart à un manque de communication sur l'état du trafic. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a personne sur le quai, là, et il n'y a personne nulle part pour nous indiquer, donc on va voir. Ah, ça m'agace parce que moi j'ai un avion à 7 h du soir et je n'ai pas un seul train, quoi. Nous devions partir hier, mais finalement on n'a pas pu partir. Donc on prend le train le plus tôt possible.
Peu d'informations sur la circulation, mais pas uniquement. Lorsque l'on demande aux usagers les raisons de cette grève, c'est à chaque fois les mêmes réponses. J'ai entendu, mais vous voyez, je l'ai oublié déjà. Alors je sais que c'est en lien avec Réseau Ferré de France, mais exactement, non, je ne sais pas. Nous n'avons pas d'informations pourquoi ils font grève, on aurait bien aimé. Et ce monsieur n'est pas le seul à vouloir comprendre le pourquoi de la grève, car ce manque d'informations agace. Mieux renseignés, certains usagers seraient peut-être plus tolérants envers les grévistes. Aujourd'hui, un arrêt de travail d'une partie du personnel de la SNCF. Faire des grèves sans expliquer exactement, sans montrer la raison réelle pour laquelle ils font grève, c'est incompréhensible. À partir du moment où il y a une information, on comprend que c'est compréhensible, mais du coup là, on ne comprend pas. Demain, la grève entamera son 3e jour consécutif, une première dans les gares vendéennes depuis 1995. Alors pour comprendre pourquoi les cheminots sont en grève, il faut d'abord savoir qu'il s'agit d'une réforme. La loi, qui doit être appliquée au 1er janvier 2015, prévoit de réunir la SNCF et les réseaux ferrés de France. L'objectif sera notamment de réduire la dette et de préparer le secteur à l'ouverture à la concurrence. Nous proposons une autre réforme, parce qu'il faut absolument réformer la SNCF, c'est de réunifier l'entreprise, c'est-à-dire que tous les salariés de la SNCF se retrouvent dans une même et unique entreprise, et non pas dans 3 entreprises comme le prévoit le gouvernement. Et quoi qu'il en soit, la grève se poursuit demain, même si le gouvernement note des avancées. Toutes les gares de Vendée seront donc encore concernées par le mouvement. Prenez donc vos dispositions si vous devez prendre le train. L'actualité, c'est aussi l'annonce de la nouvelle carte scolaire pour les écoles privées. Voici donc les mesures prévues pour la rentrée prochaine. 11 classes sont supprimées, dont 2 à Fontenay-le-Comte, 2 au Poiré-sur-Vie et à Nallier. C'est l'école entière qui ferme. L'établissement comptait 2 classes. À Challans, c'est en revanche une fusion qui réunit l'école maternelle et primaire de Notre-Dame. Et en ce qui concerne les ouvertures de classes dans le privé, 18 ont été présentées par l'Académie de Nantes. À Pouzauges notamment, il s'agira d'une ouverture de classe pour les élèves en situation de handicap. Et cette carte est définitive, contrairement au public, où la nouvelle carte s'effectue en 3 temps. Et puis, notez que vous pouvez retrouver la liste complète des fermetures et des ouvertures de classe sur les réseaux sociaux de TV Vendée, sur Twitter donc et sur Facebook. Ces quelques images à présent de cet incendie à la Barre de Mont. 3000 m² de pinèdes sont partis en fumée. Le feu s'est déclaré en tout début d'après-midi. Il a été maîtrisé aux alentours de 15h30 par 25 pompiers. 4 centres de secours ont été mobilisés. La Roche-sur-Yon se dote d'un pôle numérique. Il s'agit d'un bâtiment qui peut accueillir des professionnels du secteur. Vous le voyez sur ces images, quelques sociétés sont déjà installées et une dizaine d'autres doivent rejoindre le pôle d'ici à septembre. Ce sont plusieurs sociétés qui peuvent venir travailler un petit peu les unes à côté des autres. Et le but étant vraiment de travailler ensemble. Donc c'est souvent des personnes, soit des petites structures, très petites structures, avec 1 ou 2 personnes qui viendraient travailler ici plusieurs heures ou 1 heure seulement. Faire venir, pourquoi pas, des gens qui sont de passage, qui viennent de Nantes ou de Paris, pour qu'ils puissent avoir un lieu où se retrouver, où travailler ensemble. Certains sous-traitants ou des choses comme ça qui pourraient... Le pôle est vraiment fait pour ça. Cette question à présent, le saviez-vous? Certains d'entre nous peuvent être appelés pour participer au jugement des crimes. Avant ça, il faut être tiré au sort et l'opération se déroule en ce moment. Ici donc, pas de gros lot, mais l'opportunité d'assister aux prochaines assises de Vendée. Les explications avec Caroline Tronche. Pour la centaine, donc le 5. Pour la dizaine, le 0. Jour de tirage au sort des jurés pour les communes du Poiré-sur-Vie et de Beaufou. 21 noms que les 2 maires sélectionnent au hasard dans les listes électorales en tirant la page puis la ligne concernée. C'est une mission qui nous est confiée par le préfet, sous couvert et sous l'autorité également du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance. Il nous appartient, en tant qu'élus, de procéder au tirage au sort des jurys d'assises. Tirage au sort municipal qui n'est que la première étape d'une longue sélection avant l'ouverture des audiences proprement dites. Les maires transmettent leur liste au tribunal qui lui-même ne va retenir que 35 titulaires et 10 suppléants de ce vivier départemental. Le jour de l'ouverture de la session d'assises, les 35 personnes sont convoquées et assistent alors au dernier tirage au sort, celui des 6 jurés nécessaires dans chaque affaire de la session. À noter que les avocats peuvent également récuser,
refusé à ce moment-là un des jurés tirés au sort sans en expliquer la raison. Au final, sur les près de 500 Vendéens tirés au sort dans les mairies chaque année, une trentaine seulement siègent réellement. Une période difficile, mais captivante. Très sincèrement, les jurés se prennent au jeu. Ils sont pris également par l'ambiance, de sérieux, par le cérémonial, et finalement tout le monde est vraiment très attentif au déroulement des débats. Un exercice obligatoire auquel on ne peut se soustraire sans une dispense officielle. La décision des jurés d'assises, obtenue après délibération et à bulletin secret, est autant prise en compte que celle des magistrats professionnels dans le verdict. À J-4 du bac, les lycéens sont en pleine révision. On l'a vu en début de semaine, il y a ceux qui travaillent chez eux, entre amis. Mais dans certains établissements, les professeurs proposent également de revoir les points importants. Exemple au lycée Sainte-Ursule à Luçon avec Simon Philippot. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ces lycéens ne sont pas en cours mais bel et bien en révision pour le bac. En effet, la première épreuve a lieu lundi, il s'agit de la philosophie. Pour eux, c'est donc la dernière ligne droite et certains sont revenus au lycée cette semaine. Un moyen de réviser de manière plus assidue qu'à la maison, mais aussi de s'entraider. Donc là, après, je le remets dans la formule et j'arrive sur cette formule. Donc après, j'essaie de le développer. Donc ça, c'est la puissance quand on a multiplié. Ouais. Moi, je préfère venir tous les jours parce qu'au moins au lycée, on n'a pas trop de distractions. C'est pas comme à la maison, on a la télé, l'ordinateur, le portable. Et puis, on a des salles à disposition, donc du coup, on peut se mettre en groupe et travailler ensemble. Donc, c'est agréable, c'est plus agréable que tout seul à la maison. Le lycée Sainte-Ursule de Luçon a donc mis des salles à disposition des terminales et certains professeurs prennent du temps en dehors de leurs cours pour venir les aider. L'objectif, que tout le monde obtienne son baccalauréat. L'an dernier, dans ce lycée, 96% des élèves étaient repartis avec le précieux sésame. Le fait de revenir au lycée leur permet d'être dans un cadre où il y aura moins de tentations à côté et où il y aura cette relation à l'autre, cette entraide aussi. Ils ont du mal à rester parfois chez eux, selon les personnes, selon les élèves. Certains ont du mal à rester chez eux tout seuls, enfermés dans une pièce pour travailler. Il reste donc 3 jours aux lycéens pour se préparer, car à partir de 8 h lundi matin, les épreuves vont s'enchaîner pendant une semaine. Et évidemment, nous y serons. Un mot sur le critérium du Dauphiné. Le cycliste vendéen Kevin Reza ne porte plus le maillot de meilleur grimpeur. Il l'a perdu ce jeudi après 3 jours de course avec le maillot à pois. Précisons que le critérium du Dauphiné se poursuit jusqu'à dimanche dans le Puy-de-Dôme. Suite de notre dossier spécial à l'occasion du 70e anniversaire du débarquement. Aujourd'hui, la rédaction de TV Vendée vous propose de découvrir un lieu vendéen chargé d'histoire et pourtant très peu connu du grand public. Reportage signé Grégoire de Châtillon. Pendant près de 4 ans, l'armée allemande investit la colline du Moulin de la Garde sur la commune de La Jonchère. L'endroit est stratégique, c'est là que la station radar de la Luftwaffe d'Angles sera édifiée. D'ici, les Allemands repéraient les avions jusqu'à 200 km. Aujourd'hui, les vestiges disséminés sur plusieurs hectares subsistent. Les bombardiers passaient souvent au-dessus de nous, là. Gabriel Blanchard avait 12 ans quand les Allemands ont débarqué juste à côté de sa maison. On ne savait pas vraiment ce qui se passait, on ne savait pas pour l'instant pour combien de temps ils devaient rester, puis on ne savait même pas si nous on devait rester. Au début, ils avaient mis des barbelés un peu tout autour. Après ça, quand ça s'est agrandi, ils ont mis des mines. Il y avait de couvre-feu, on était obligés quand même de rentrer à une certaine heure. C'est ça qui nous embêtait le plus. Gabriel sera réquisitionné pour travailler, ainsi qu'une bonne partie de la population locale. Le fameux casino, comme tu disais, toi, Gabriel. C'était très important, disons que voilà, il s'était accaparé tout, il construisait à la démesure. On imagine bien l'emplacement là-bas, on voit bien. Jusqu'à 400 soldats allemands auraient travaillé et vécu sur le site. Notre caméra a pu exceptionnellement s'introduire dans l'un de ces blocos. Il s'agit de l'abri de commandement appelé Anton.
Vous voyez les emplacements de ce qui servait de climatisation à l'époque, hein, puisqu'on était dans un local complètement fermé. Quand j'étais gamin, on ramassait des balles par dizaines, des balles encore utilisables. Je sais pas, là, je suppose que c'est un sommier, non? Par contre, on va découvrir des choses. Le bâtiment occupé par les officiers était constitué de 13 pièces. Rapidement après le débarquement, les Allemands firent exploser leurs infrastructures et quittèrent les lieux. La station radar de la Jonchère, édifiée pour le mur de l'Atlantique, fut l'une des 3 seules construites en France pendant l'occupation allemande. Et puis avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté du ciel pour ce vendredi 13 juin et le soleil sera présent dès le lever du jour avec des températures déjà élevées dès le matin. Et cette belle tendance se poursuivra tout au long de la journée. Pour en savoir plus sur les conditions prévues pour demain, vous avez rendez-vous avec Armel Pavageau dans la météo complète d'ici quelques minutes. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve évidemment demain.